Depuis de nombreuses années, le tennis s'évertue à déterminer qui aura enfin les épaules pour prendre la relève de l'éternel Big Three. Les fans de tennis en ont fait des caisses avec la next gen, emmenée par les Medvedev, Zverev ou encore Tsitsipas, une génération qui a globalement déçu. Et maintenant que cette vague de tennisman commence à être trop vieille pour être encore qualifiée de nouvelle génération, le tennis n'a maintenant deux yeux que pour la next gen, emmenée par les Sinner, Rune, Alcaraz ou encore Shelton. Mais ce que beaucoup ont oublié, c'est que une nouvelle génération avait déjà émergé avant la next gen au début des années 2010. Une génération aussi talentueuse que prometteuse que tout le monde ou presque pensait un jour capable de mettre à mal l'hégémonie d'un Big Four, comme on l'appelait à l'époque, qui était au milieu de cette décennie, au climax, au primax de sa domination. Une génération qui porte le visage de Grigor Dimitrov, Kei Nishikori, Milos Raonic, David Goffin ou encore Dominic Thiem. Une génération maudite. Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Passion Sport. Aujourd'hui, on va revenir sur une époque que certains n'ont peut-être pas vécue, une époque où on appelait encore le Big Three, Big Four, et une époque où on pensait déjà à l'après Federer, Nadal, Djokovic et Murray. Mais juste avant que la vidéo ne débute, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si le contenu que l'on propose sur la chaîne vous plaît, ça nous ferait hyper plaisir et ça nous encourage beaucoup dans notre travail. Je vous rappelle qu'on est également présent sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, et je vous rappelle également qu'on est en partenariat depuis quelques temps avec Royalties. Alors très rapidement, Royalties, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la première plateforme d'investissement qui vous permet de miser, de parier, d'investir sur la carrière de jeunes talents et notamment d'athlètes. Voilà, les athlètes sont extrêmement nombreux sur la plateforme. Donc voilà, avec notre lien en description, vous aurez la possibilité de vous créer un compte. Et donc si vous achetez un ROI via notre lien, vous aurez la possibilité d'avoir un ROI, donc c'est-à-dire une action offerte d'une valeur maximale de 10 000 €. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous et nous, ça nous encourage. Donc cette époque, c'est le début des années 2010, donc il y a plus de 10 ans déjà, ça commence à faire, effectivement on se fait vieux. Une époque où des joueurs nés au début des années 1990 vont émerger et se présenter déjà comme de potentiels successeurs ou au moins challengers du Big Four. Car, et ça mérite une petite recontextualisation, le Big Four à cette époque exerce une hégémonie absolument sans précédent dans toute l'histoire du tennis. Et pour vous le démontrer, une seule stat suffit, car malgré la bonne volonté des Ferrer, Berdych, Tsonga et j'en passe, eh bien un seul autre joueur que Federer, Nadal, Djokovic et Murray a remporté un grand chelem entre Roland Garros 2005 et l'US Open 2013 inclus. Il s'agit de Juan Martín del Potro à l'US Open 2009. Alors qu'entre 2011 et 2013, une toute nouvelle génération de joueurs émerge, on se dit qu'enfin peut-être quelqu'un va être capable de mettre à mal, de mettre fin à cette hégémonie, et on avait des raisons d'y croire. Cette génération donc, elle porte principalement le visage de 5 joueurs comme on l'a dit, du plus âgé au plus jeune, Kei Nishikori, Milos Raonic, David Goffin, Grigor Dimitrov et enfin Dominic Thiem. Alors on pourrait également en citer d'autres, par exemple Diego Schwartzman ou encore Pablo Carreno Busta, qui sont des joueurs qui sont nés dans les mêmes zones que les joueurs précédemment cités, mais en réalité ils ont performé un petit peu plus tard au très haut niveau et ils ont jamais vraiment été associés à cette génération du début des années 1990, alors on les mettra de côté dans cette vidéo. Alors cette génération de joueurs au début des années 2010, elle possédait vraiment un talent indéniable et tout le monde la pensait capable de rejoindre les sommets du circuit. Elle va émerger dès la fin des années 2000 sous l'impulsion d'un joueur, d'un phénomène qui n'avait été encore jamais vu dans son pays puisqu'il est japonais. Il s'agit de Kei Nishikori, 7e mondial chez les juniors en 2005 et plus jeune joueur à remporter un titre ATP depuis Lleyton Hewitt en 1998. C'était en 2008, il avait seulement 18 ans à Delray Beach et en battant en finale, s'il vous plaît, le numéro 12 mondial, James Blake. Dans la continuité de ce premier super titre, Kei Nishikori, petit joueur droitier, véloce, revers à deux mains, termine l'année à la 63e place mondiale, après avoir gagné plus de 200 places au cours de l'année. Donc une sacrée perf pour le Nippon. Bon alors il connaît un léger trou d'air ensuite, voilà, léger trou d'air, puisqu'il redescend en 2010 à la 898e place mondiale, donc sacrée rechute quand même. Mais il va revenir comme un boulet de canon en octobre 2011 pour dépasser à seulement 22 ans la symbolique place de 46e à l'ATP, meilleur classement de Shuzo Matsuoka qui était jusqu'alors le meilleur joueur de l'histoire du Japon.
En parallèle, un jeune bulgare fait lui aussi parler de lui et de manière encore plus retentissante, son nom, Grigor Dimitrov. Encore davantage que Nishikori, ce grand brun bouclé au corps sculpté est promis aux plus belles scènes du tennis mondial. La raison, en 2008, il aligne tout simplement les sacres à Wimbledon et à l'US Open Junior, et à seulement 17 ans s'il vous plaît, rien que ça. L'année suivante, il remporte déjà à 18 ans 3 titres en Challenger et sa notoriété monte. Son revers de velours et la légèreté de ses déplacements rappellent à s'y méprendre un esthète suisse, ce qui lui vaudra un surnom qui le poursuivra presque toute sa carrière, Baby Federer. Mais son entrée dans le top 50 attendra la saison 2012, année où il bat son tout premier top 10 en la personne de Thomas Berdych, 7ème mondial à Indian Wells. Un top 10, Milos Raonic a lui aussi failli en battre un en 2009. Pour son tout premier match en Masters 1000 à Montréal, il est à 1 point de battre le numéro 10 mondial Fernando González, et à domicile qui plus est, car ce Canadien né au Monténégro est au fil des années devenu le colosse que l'on connaît. Mais ça n'a pas toujours été le cas, en témoigne l'expérience de l'ancien capitaine canadien de Coupe Davis, Martin Lorando, qui se souvient avoir vu pour la première fois un junior relativement petit, et oui, ça arrive même aux plus grands. Finalement, son gabarit obtenu après une poussée de croissance aux alentours de ses 13 ans va faire de lui le meilleur serveur du circuit, mais pour que les résultats viennent vraiment, il faudra attendre la saison 2011 où il devient la surprise de l'Open d'Australie en atteignant les 8e de finale. Un résultat qui va déjà le lancer vers son tout premier titre ATP obtenu à San José quelques semaines plus tard en battant Fernando Verdasco en finale, et vers une saison qui le verra déjà atteindre le 25e rang mondial, faisant déjà de lui le meilleur Canadien de l'histoire du tennis à seulement 21 ans. Il faudra toutefois attendre un an encore avant de découvrir un jeune Belge frêle à la mèche blonde éclatante, David Goffin. Lui qui a hésité pourtant de ses propres dires à devenir médecin du sport du fait de ses doutes quant à sa capacité à percer au plus haut niveau, et bien il a fini par pointer le bout de son nez, le jeune Belge, moins en avance que les autres joueurs précédemment cités. Il a déjà 21 ans quand il remporte son premier Challenger, donc même pas un tournoi ATP en Guadeloupe en 2012. Mais il va enchaîner rapidement notre ami Goffin, car il va devenir la coqueluche de la première semaine de Roland Garros la même année, en étant lucky loser, donc en ayant perdu au dernier tour des qualifications. Et bien il va ensuite être repêché et atteindre les 8e de finale, où il va affronter son idole de jeunesse, celui dont il avait tous les posters dans sa chambre quand il était adolescent, Roger Federer. Bon alors malheureusement pour lui, l'histoire aurait été très belle, il perd ce match contre le Suisse, non sans lui avoir pris le premier set. Mais après cet exploit et cette super première semaine, eh bien les lumières se braquent soudainement sur lui, et même s'il affirme ne pas vouloir que sa vie change, celle-ci est bien sur le point de basculer, puisqu'il fait lui aussi à son tour son entrée dans le top 50 à l'issue de la saison. Nous voilà donc au lancement de la saison 2013 avec ces 4 joueurs, Nishikori, Goffin, Raonic et Dimitrov, respectivement 23 ans, 22 ans, 22 ans et 21 ans, et respectivement 18e, 50e, 15e et 41e mondial. Et voilà, même s'ils sont encore loin des très hautes hauteurs du circuit, leur ascension ne fait que débuter, croyez-moi. À Monte Carlo en 2013, donc, Grigor Dimitrov passe tout proche de battre Rafael Nadal, qui est alors invaincu sur le rocher depuis le début de sa carrière, avant de s'offrir le scalp du numéro 1 mondial, Novak Djokovic, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid quelques semaines plus tard. Durant ce même tournoi, justement, Nishikori fait lui aussi parler de lui en éliminant un autre cadre du circuit, Roger Federer. Au fil de la saison, Dimitrov continue sa progression en remportant son tout premier titre ATP à Stockholm, tandis que Nishikori a atteint les 8e de finale à Roland Garros pour la toute première fois de sa carrière. Mais c'est Milos Raonic qui va frapper un premier gros coup en intégrant le top 10 durant une toute petite semaine grâce à sa finale réalisée à Montréal. Encore une fois, décidément, il lui réussit bien ce tournoi à domicile, une finale qu'il va perdre contre Rafael Nadal, encore beaucoup trop fort à cette époque. Goffin n'est en 2013 pas encore au niveau de ces 3 compères, mais les mois et les années qui suivront verront le Belge, tout comme le Japonais, le Bulgare et le Canadien, tutoyer les sommets du circuit et passer à plusieurs reprises et à tour de rôle très proche de remporter les titres les plus prestigieux du circuit ATP. En 2014, Kei Nishikori mène un set et un break contre Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Madrid, avant de se blesser et de laisser échapper un titre qui aurait été retentissant, mais il passera à côté d'un titre ô combien plus prestigieux quelques mois plus tard, au moment de perdre sa première finale de Grand Chelem à l'US Open 2014, concassé en 3-7 par un Marin Cilic alors dans la zone. Quelques mois avant, Grigor Dimitrov et Milos Raonic atteignaient la toute première demi-finale de Grand Chelem de leur carrière à Wimbledon, défaits tous deux par 2 des 3 ténors qu'ils sont censés à terme potentiellement surpasser, Roger Federer et Novak Djokovic. Une perf qui fera dire à Ivan Lendl à propos de Grigor Dimitrov, juste après que le Bulgare ait battu Andy Murray en quart de finale de ce même Wimbledon 2014, qu'à futé, il serait numéro 1 mondial. Quelques mois plus tard, en fin d'année, c'est encore Novak Djokovic qui brisera les rêves de Milos Raonic en le battant lors de la finale du dernier Masters 1000 de la saison à Paris-Bercy.
Goffin doit quant à lui attendre la saison 2016 pour enfin confirmer les attentes placées en lui, année où il atteint la demi-finale des 2 premiers Masters 1000 de la saison, tout de même, belle perf, à Indian Wells et à Miami, avant de rejoindre son premier quart de finale en Grand Chelem à Roland Garros. De belles perfs au cours de la saison qui lui permettent en fin d'année de jouer son tout premier match aux ATP Finals en remplacement de Gaël Monfils blessé. Une petite mise en bouche un petit peu frustrante pour lui puisqu'il n'était pas titulaire, il n'était pas dans les 8 au lancement de ce Finals 2016, mais ce Masters, il le rejoue l'année suivante en 2017 en tant que titulaire cette fois. Il y atteint même la finale en battant en demi-finale Roger Federer s'il vous plaît, mais perd le match du sacre contre Grigor Dimitrov, tiens, la concu, qui réalise quant à lui en 2017 la meilleure saison de sa carrière entre une demi-finale à l'Open d'Australie perdue en 5-7 dans un match homérique contre Rafael Nadal et un premier titre en Masters 1000 obtenu à Cincinnati durant l'été. Entre temps, petit flashback encore, Milos Raonic avait fait encore plus fort en 2016 en atteignant la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière à l'Open d'Australie perdu contre Andy Murray, puis encore mieux, la première finale de Grand Chelem de sa carrière à Wimbledon, perdu une fois de plus contre le Britannique, mais en ayant battu en demi-finale Roger Federer pour une revanche de la demi-finale qu'il avait perdue en 2014 contre le Suisse. Cette année, le Canadien perd d'ailleurs une autre finale de Masters 1000, cette fois c'est à Indian Wells contre Novak Djokovic, tout comme Nishikori qui se casse lui aussi les dents par 2 fois contre le Serbe en finale de Miami et de Toronto. Les années avant, c'est à partir de la saison 2017, la fameuse Next Gen, la première Next Gen va commencer à émerger et à pointer le bout de son nez. Et cette nouvelle vague de joueurs prend petit à petit le dessus sur notre génération du début des années 2010, qui a des résultats de plus en plus irréguliers, mis à part quelques coups d'éclat comme cette toute première finale de Masters 1000 de David Goffin à Cincinnati 2019, perdu contre Daniil Medvedev, donc un joueur de cette nouvelle Next Gen, ou encore cette demi-finale complètement inattendue de Grigor Dimitrov à l'US Open 2019, la même année, après avoir battu Roger Federer en 5-7 en quart de finale. Mais alors si on fait un petit saut dans le temps et qu'on arrive en 2023 à la fin de la saison, où est-ce qu'on en est? Eh bien on a d'abord Grigor Dimitrov qui nous a rappelé qu'il était toujours là en réalisant une super fin de saison ponctuée par une finale au dernier Masters 1000 de l'année à Paris-Bercy perdue contre Novak Djokovic une nouvelle fois. Des belles perfs qui lui ont permis à 32 ans de tutoyer de nouveau des sommets au classement ATP qu'il n'avait plus connus depuis des lustres, puisque la 14e place qu'il occupe actuellement est tout simplement son meilleur classement depuis 2018, soit à 5 ans déjà, ça fait long. Mais malgré ça, à part une énorme surprise, il y a très peu de chance quand même que notre ami bulgare devienne le grand champion qu'on annonçait, et c'est le moins qu'on puisse dire pour les 3 autres qui, contrairement à Dimitrov, semblent en 2023 avoir complètement mis un terme à leur carrière de très haut niveau. Car si on regarde un petit peu la situation actuelle du Canadien, du Japonais, du Belge, ça fait mal au cœur. Milos Raonic est actuellement 316e mondial et a quitté le top 50 depuis maintenant plus de 2 ans. À 33 ans également, David Goffin est lui actuellement 108e mondial et a lui aussi quitté le top 40 depuis près de 2 ans. Et enfin Kei Nishikori, qui est certainement dans la situation la plus inquiétante, est actuellement 351e à l'ATP, a quitté le top 40 depuis désormais plus de 3 ans et est même retombé à la 759e place mondiale en 2022. Donc voilà, ça commence à faire dur et ça commence à faire très long surtout pour Kei Nishikori. Bon, il ne faut jamais dire jamais, mais il faudrait quand même un sacré miracle pour voir l'un de ceux-là, excepté peut-être un très grand Dimitrov en 2024, remporter un jour un grand chelem. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, quel est le bilan des courses? Quel est le bilan de leur carrière? Eh bien spoiler, c'est pas vraiment ce qu'on leur avait prédit au début des années 2010 au moment de leur émergence, car à E4, le bilan total est donc de 2 finales de Grand Chelem perdues, Kei Nishikori à l'US Open 2014 et Milos Raonic à Wimbledon en 2016. Un seul Masters 1000 gagné, remporté par Grigor Dimitrov à Cincinnati en 2017, on l'a dit, et donc un seul Masters qui réunit les 8 meilleurs joueurs du monde, remporté également par Dimitrov cette même année. Maintenant, ce qui concerne leur meilleur classement et leur participation aux ATP Finals de fin de saison, eh bien Kei Nishikori a été au meilleur de sa forme 4e mondial et a participé tout de même 4 fois au Masters de fin de saison. C'est celui des 4 qui a participé le plus de fois à ce rendez-vous des 8 meilleurs joueurs du monde. Raonic a quant à lui été au mieux 3e mondial, pas mal tout de même, mieux que Nishikori, mais il a en revanche participé seulement 2 fois aux ATP Finals. En ce qui concerne Goffin, son meilleur classement c'est une 7e place à l'ATP et il a participé donc une fois aux Finals pour une finale perdue donc contre Dimitrov, qui lui a fait encore mieux puisqu'il a participé également une fois aux Finals pour un titre en 2017, ce titre qui lui a permis d'ailleurs d'atteindre son meilleur classement, la 3e place mondiale. Et donc surtout dans tout ça, le plus triste pour cette génération, c'est donc 0 grand chelem remporté. Enfin 0 sauf si on prend en compte un joueur dont je n'ai pas encore parlé jusque là mais que j'avais pourtant évoqué au début de la vidéo.
je veux bien sûr parler de Dominic Thiem. Et oui, l'inclassable Dominic Thiem, né en 1993, il a émergé quand même avant la première next-gen de Zverev, Medvedev et consorts, mais il a quand même émergé, il faut le dire, quelques années après notre génération maudite du début des années 2010. Car c'est en effet seulement en 2015, l'année de ses 22 ans déjà, que l'Autrichien fait pour la première fois irruption dans le top 50. 2015, une année où Dimitrov, Raonic ou encore Nishikori font déjà partie ou ont déjà fait partie du top 10 ATP. Mais même arrivé sur le tard, il est sûrement le plus talentueux et le plus prometteur de tous, et cela va se confirmer, car son revers a une main dévastateur et sa frappe de balle absolument massive le propulse déjà dans le top 15 à la fin de cette même saison 2015. Une année 2015 qui le mettra sur orbite pour la saison 2016 qui sera l'année de la confirmation et qui le verra enchaîner entre cette saison 2016 et la saison 2020. Un titre en Masters 1000 à Indian Wells en 2019, enfin un grand chelem pour cette génération du début des années 1990. Il le remporte à l'US Open 2020 en battant Alexander Zverev en finale. Et enfin et surtout plusieurs victoires exceptionnelles lors des tournois les plus prestigieux du circuit contre les trois membres du Big Three. On peut par exemple citer sa victoire en finale d'Indian Wells 2019 pour son sacre en Masters 1000 contre Roger Federer, sa superbe victoire en phase de groupe des ATP Finals 2019 contre Novak Djokovic, ou encore sa victoire contre Nadal en quart de finale de l'Open d'Australie 2020. Mais le problème, et oui vous l'avez vu venir certainement, il y a toujours un mais, c'est que dès lors qu'il a fallu gagner contre le Big Three et notamment Djokovic et Nadal lors des tout derniers tours des tournois du Grand Chelem, eh bien Dominic Thiem a toujours coincé. Car faut bien le rappeler, Dominic Thiem, si on prend en compte son bilan global contre les membres du Big Three, il a quand même des stats assez folles avec 5 victoires pour seulement 8 défaites contre Djokovic, 6 victoires pour 10 défaites contre Rafael Nadal et surtout 5 victoires pour seulement 2 défaites contre Roger Federer. Donc, des joueurs qui ont un bilan positif contre Roger Federer, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup sur le circuit. Mais voilà, dès qu'il a fallu être clutch donc dans les derniers tours des tournois majeurs, eh bien il manquait toujours un petit quelque chose à l'Autrichien. Résultat, il a perdu 2 demi-finales de Roland Garros contre Djokovic en 2016 et contre Rafael Nadal en 2017, 2 finales de Roland Garros les années suivantes, 2018 et 2019 à chaque fois contre Nadal, et même l'année où il arrive enfin à battre Rafael Nadal en quart de finale de l'Open d'Australie 2020, on l'a dit, et bien ensuite il se casse les dents en finale contre Novak Djokovic. Il a donc fallu que Thiem ne croise ni la route de Federer et Nadal blessés, ni celle de Djokovic disqualifié un petit peu plus tôt dans le tournoi pour enfin s'imposer en Grand Chelem. C'était contre Zverev, on l'a dit, à l'US Open 2020. Et donc là voilà, vous l'avez trouvé, la principale raison de l'oubli presque total dans lequel est tombée cette génération du début des années 2010. Ils sont tout simplement arrivés au prime absolu du Big Three qui ne leur a laissé que des miettes et encore. Car mis à part Dominic Thiem donc qui a su au cours de sa carrière élever son niveau de jeu pour regarder dans les yeux régulièrement le Big Three au point de les battre simplement de manière assez récurrente, et bien Goffin, Nishikori, Raonic ou encore Dimitrov n'ont jamais été assez forts pour surpasser Federer, Nadal et Djokovic. Et en effet, quand on regarde les chiffres, et bien dans les confrontations directes avec ces trois monstres, et bien le bilan est assez famélique. Pour Goffin, c'est seulement 5 victoires en 28 matchs cumulés contre le Big Three. En cumulé également, Raonic n'a remporté que 5 matchs en 39 confrontations contre eux. Pour Dimitrov, certainement le pire bilan des 4, c'est seulement 3 victoires en 37 matchs. Et enfin Nishikori, celui qui les a le plus battus, 7 victoires mais en 48 matchs. Alors ce bilan terrible et cette carrière finalement décevante presque de ces joueurs s'explique par plusieurs raisons. Donc la première, on l'a vu, c'est ce Big Three qui a tout simplement roulé sur la concurrence durant plus d'une décennie et qui continue. Grâce à Novak Djokovic, il ne reste plus que lui désormais à rouler sur cette concurrence. Mais leur manque de succès s'explique aussi par autre chose dont le Big Three est étranger et qui relève davantage de leur faiblesse, de leurs limites physiques et mentales. Car à l'heure où les sportifs de haut niveau continuent de performer, dépasser les 34, 35 ou 36 ans, et bien voir des joueurs si talentueux, des joueurs de si haut niveau, être au crépuscule de leur carrière à peine 30 ans en passé, eh bien pose question. Alors les premières limites, elles sont mentales évidemment, cette génération n'a tout simplement pas su développer les ressources mentales nécessaires pour se surpasser. Et comme un constat prémonitoire, Milos Raonic évaluait déjà ses manques en 2015 à l'occasion d'un entretien accordé à l'équipe, au moment d'évoquer pourquoi les choses semblaient se compliquer lorsque le Canadien devait affronter les meilleurs joueurs du monde. Il expliquait alors qu'il avait encore tendance dans ces moments particuliers à être son propre ennemi, à trop anticiper les événements. Il sentait qu'il n'était pas encore totalement libéré dans ces situations, mais il pensait être encore en apprentissage et pensait vraiment pouvoir y parvenir un jour. Pas certain pour la dernière phrase, Milos. Ce facteur mental explique d'ailleurs également le manque criant de régularité pour ces joueurs qui ont semblé un petit peu subir le contre-coup de ne jamais être parvenus finalement à concrétiser les attentes placées en eux. En témoignent les saisons 2018 et 2019 cataclysmiques de Grigor Dimitrov qui, après être monté à la 3e marche du classement ATP en 2017, eh bien va retomber à la 78e place mondiale en 2019 à cause de quelque chose qu'il décrira presque comme un burn-out dans une interview accordée à Major Talk en 2021. But the truth of the fact was, like, I was in a very, I think, low moment
not only in my career, I would say in general in my life. I think I just wasn't able to do any of it. I was through with it. I was tired. I'm not gonna lie, and it could have easily been burned out, but burned out comes from over practicing, over motivating, and all of everything, you know. L'esprit de la gagne, David Goffin semble lui aussi l'avoir quelque peu perdu depuis la saison 2021, année du début de sa descente au classement ATP, lui qui a aussi perdu confiance progressivement à cause de nombreux pépins physiques. Et d'ailleurs, en parlant de l'aspect physique, c'est le dernier facteur peut-être le plus important qui a précipité la carrière de ces joueurs, notamment en ce qui concerne Raonic, Thiem et Nishikori. Pour Nishikori, les blessures ont toujours été très nombreuses, elles l'ont d'abord éloigné du circuit en 2017 avant de revenir de plus belle en 2020, lorsqu'une spirale négative infernale de blessures au pied, à la hanche et au dos vont mettre peut-être définitivement un terme à sa carrière de très haut niveau, puisqu'il entraîne toujours les conséquences à ce jour. Même chose pour Thiem, qui ne semble toujours pas remis de sa terrible blessure au poignet en 2021, puisqu'il court toujours après son meilleur niveau et son meilleur classement. Il pointe actuellement à la 98e place mondiale et il a vraiment du mal à retrouver son niveau. Enfin, Raonic est quant à lui certainement celui qui a été le moins verni de tous, lui qui a connu des blessures presque incessantes depuis 2017 et n'a pas disputé de match pendant 2 ans entre l'été 2021 et l'été 2023. La cause, un enchaînement invraisemblable de malchance et de blessures entre fractures de l'orteil, blessures au talon d'Achille et au mollet. Des blessures qui ont d'ailleurs failli l'amener à mettre un terme à sa carrière de ses propres dires fin 2021. À un moment de son retour à l'été 2023, il a affirmé qu'il avait clairement pensé être fini pour le tennis. Je cite, « À la fin de l'année 2021, je n'avais plus l'intention de rejouer ». Voilà les amis, l'histoire de cette génération maudite, cette génération portée par 5 joueurs qui auront tout donné tout au long de leur carrière pour renverser la hiérarchie du tennis mondial et pour devenir à leur tour des champions, mais qui face à la concurrence bien trop importante, face aux 3 plus grands joueurs que le tennis n'ait jamais connus, eh bien n'ont tout simplement pas réussi à concrétiser les attentes que tout le tennis, tout le circuit et tous les fans de la petite balle jaune avaient placées en eux. Malgré ça, bien sûr que Raonic, Dimitrov, Goffin, Thiem et consorts auront marqué leur époque de leur manière. Ils auront quand même réussi à gagner des titres importants, à gagner des matchs qui restent dans nos mémoires à l'heure actuelle. Et d'ailleurs pour certains, tout n'est pas perdu. Dimitrov est certainement dans la meilleure forme de sa carrière depuis un bon bout de temps en ce moment. Et Thiem n'a que 30 ans, même s'il a du mal à revenir, il lui reste encore quelques années pour essayer de retrouver son meilleur niveau et les sommets du tennis. De mon côté, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, ça nous ferait super plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Passion Sport. Ciao.